Bien, écoutez, bonjour à tous. Il est 11h32, on a attendu les derniers arrivants. Merci à tous, vous êtes assez nombreux, quasiment une centaine à suivre ce webinaire, ça n'est pas du tout la pression. D'abord, nous allons parler logistique concernant cette heure que nous allons passer ensemble. Donc à 12h30, nous finirons. Nous allons avoir 45 minutes de présentation. Donc, je vais vous dérouler une présentation, c'est à peu près 10 slides et je vais vous raconter une histoire, mon expérience, celle de Dominique sur ce sujet. Ensuite, il y aura 15 minutes de questions. Comment ça va se passer? Je n'aurai pas accès à l'aspect conversé sur lequel vous commencez déjà à interagir, que je vois apparaître sur mon écran. Sinon, je ne pourrai pas gérer. Donc, Dominique, expert ligne chez nous, une expérience fabuleuse chez Fenwick notamment, avec une vision globale du ligne de la TPM, etc., qui pourra répondre à vos questions. Il m'avait dit de ne pas mettre la pression, mais là, il l'a. L'idée, c'est qu'il interagisse avec vous sur certaines questions et il a aussi un autre rôle. C'est par rapport aux questions que vous allez poser dans la partie conversation. Il en sélectionnera quelques-unes, 2 à 5, qui lui sembleront pertinentes à échanger pendant les 15 dernières minutes. Donc, il me les enverra avec un moyen assez simple sur mon portable, avec les 5 questions, les personnes qui les ont posées, en se disant ces questions-là, ça a du sens d'y répondre au niveau de la communauté, de façon à être dans le partage, puisque l'idée d'un webinaire, c'est vraiment partager. Et nous deux, on fait partie des Cubic 5.0, c'est plus de 50, donc on a un petit peu de vécu. Et l'idée, c'est de vous partager ce vécu, à la fois nos réussites et nos échecs, mais qu'on soit un peu, comme dit le proverbe chinois, la lanterne qui éclaire votre chemin pour gagner du temps dans la mise en place de vos actions et notamment de TPM. Je vérifie mon checklist de départ. On a parlé de ça, de Dominique. Écoutez, on va attaquer. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet, c'est démarrer une démarche TPM. Pourquoi démarrer une démarche TPM? Ça vient d'une discussion avec un client qui vient d'ailleurs de nous renouveler sa confiance. Je crois qu'ils sont en ligne, merci à eux. Où ils ont demandé, dites-moi, on a lu beaucoup de choses sur la TPM, mais on aimerait avoir un peu de recul sur par quoi commencer une démarche TPM. Et c'est vrai qu'avec l'équipe Cubic, on s'est posé cette question et on s'est rappelé des premiers moments où nous, on a abordé les sujets TPM, qui sont d'une richesse et d'une consistance juste énorme, où à chaque fois, on se dit ça, c'est vraiment pertinent, ça, c'est vraiment pertinent, ça, c'est vraiment pertinent. Et finalement, comment on commence? Il y a un tel éventail, comment on commence pour amener de la valeur au client, amener de la valeur à l'entreprise, et surtout par rapport à cette énorme structure de temple, comment fait-on pour démarrer de la façon la plus simple et efficace possible en donnant du sens? L'idée, c'est de non pas revenir sur le quoi et le comment de la TPM, mais un peu comme fait Simon Sinek dans sa célèbre vidéo Comment les leaders inspirent, en partant du pourquoi, du comment et du quoi, et surtout insister beaucoup sur le pourquoi. Deuxième chose, pourquoi Dominique est à la chat et moi qui présente, j'ai commencé à installer en 95 ce qu'on appelle l'OI, le TRS, le taux rendement synthétique. Nous allons en parler aujourd'hui, qui est l'outil phare de la TPM pour mesurer l'efficacité de l'équipement et surtout stratifier l'ensemble des pertes de façon à être dans un processus d'amélioration continue. C'est vraiment l'outil phare de la TPM. Donc, j'avais une casquette amélioration continue et ensuite, j'étais instructeur WCM, World Class Manufacturing en 2004 et j'ai développé une démarche TPM au sein d'une usine et ensuite, je suis devenu consultant sur ce sujet-là. Et justement, avant de démarrer, on parle de TPM. Il faut juste que je retrouve. Je vais vous proposer un petit sondage pour savoir qu'est-ce que veut dire TPM en fait. Donc, je viens de vous l'envoyer. Et donc, j'attends vos réponses. Yes. Oh là, j'ai des spécialistes là. Ouais. J'attends un petit peu. Vous êtes déchaînés. Hein. Super.
OK. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais en tout cas, vous avez répondu à plus de 70%, Total Productive Maintenance. Ça veut dire que vous avez déjà commencé à lire des livres et vous êtes renseigné. Peut-être celui-ci, qui est mon guide de chevet, de Jean Buffren, le guide de la TPM, qui est mon livre de chevet aussi, qui est vraiment hyper exhaustif. Et quand on pratique l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle, on remet en cause tous les jours ses compétences. Et ce livre est une vraie Bible. Et effectivement, c'est Total Productive Maintenance. Pour autant, j'aime beaucoup le deuxième choix, c'est… OK. Dominique, n'envoie pas de blague au début, ça va me déconcentrer, puisque le thé pas mature, c'est lui qui l'a envoyé. Celui qu'on aime beaucoup, c'est le Total Productive Management. Parce qu'en fait, dans le terme Total Productive Maintenance, on a une perception que c'est que les équipements. Et en fait, c'est réellement un système complet que nous allons mettre en place. Et souvent, nous aussi, on utilise plutôt Total Productive Management pour casser un peu l'image. Ce n'est que les équipements, donc c'est l'affaire de la maintenance, que ce soit des producteurs ou le service qualité et méthode. Donc effectivement, on est sur la Total Productive Maintenance. Je vais juste… Hop. Quand on fait de la TPM, en fait, c'est avant tout une posture managériale. L'objet, c'est vraiment de rendre les équipements les plus efficients et efficaces possibles par l'implication de tous. Ce n'est pas l'affaire juste de la maintenance ou juste de la prod ou juste de la qualité. Et c'est pour ça la traduction anglaise de maintenance, c'est plus la gestion des actifs globale. C'est pour ça qu'on parle, nous, un peu de temps en temps de management. Et l'idée, c'est quoi? C'est, vous voyez, il y a une VSM. Vous avez des équipements, ça peut être des serveurs, des tours, des machines à process continu. Mais sur cette chaîne de valeur qui répond aux exigences critiques du client, il y a des équipements et donc sur cela, on veut, quand on en a besoin, comme votre voiture le matin, on met la clé dedans, on démarre et ça démarre à la vitesse que l'on souhaite, à la qualité que l'on souhaite et on sort le nombre de produits qu'on a définis. L'idée, c'est ça, c'est de se dire pour être au service du client, quand on veut rendre disponibles les équipements, il faut qu'ils soient ici, là et maintenant, aux bonnes perfs pour servir notre client. Et l'objectif de la TPM, c'est un peu comme la sécurité, c'est le zéro défaut sur les équipements critiques. Et j'insiste vraiment sur les équipements critiques. Il y a des équipements dans la chaîne qui sont critiques parce que c'est des goulots, c'est-à-dire c'est eux qui donnent le rythme de sortie de l'usine. Donc le chiffre d'affaires, puisque tous les produits, on les vend aux clients, ça ça fait le chiffre d'affaires, pardon. Des équipements qui ont beaucoup de pannes, le fait d'avoir beaucoup de pannes, ça mobilise la maintenance, la qualité, la prod sur ces sujets-là et pas sur d'autres sujets plus pertinents. Et l'idée, c'est sur ces équipements critiques qu'on peut aborder de différentes manières, par la théorie des contraintes, par le cost deployment, par la sécurité aussi, se dire on veut la meilleure efficacité de ceci en impliquant tout le monde. Ce qu'on oublie souvent dans la TPM, c'est cette posture managériale, c'est l'implication de tous. Et on va piloter l'amélioration de la performance globale. Elle va être monitorée par le TRS dont on va parler tout à l'heure, qui veut dire taux de rendement synthétique. Et on s'appuie sur 3 choses en termes d'amélioration continue de ces équipements. C'est l'implication de tout le monde, une approche factuelle, c'est-à-dire parler avec les données, c'est très ligne, parler avec des données factuelles. Et vous allez voir que quand on attaque, et moi je me rappelle il y a une quinzaine d'années, quand on croit faire certaines actions de maintenance et qu'on attaque vraiment les projets structurants de maintenance professionnelle d'un point de vue technique, on arrive à une connaissance de plus en plus pointue de nos équipements qui est vraiment une rupture dans notre mode de fonctionnement et transforme les métiers avec des personnels de maintenance qui se développent en diagnostic, qui se développent en expertise technique. Donc la TPM, Total Productive Maintenance, avant tout une posture managériale pour satisfaire les exigences clients en impliquant tout le monde, très centré autour des équipements qui peuvent être aussi des serveurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce webinaire? Nous avons déjà passé 10 minutes ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble et qu'est-ce que ça va vous apporter? Nous, notre intention, et on espère y arriver, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous soyez capable de démarrer un pilote TPM pour définir les conditions de succès d'une démarche TPM et que l'hésitation naturelle que moi-même j'ai connue face à cette immensité de possibilités d'action dues
par quoi commencer, elle soit levée. Et on va vous proposer deux options. Une option où on construit un pilote, pas un POC, un Proof of Concept, mais vraiment un pilote. C'est-à-dire, on veut faire de la TPM, on veut faire une vitrine pendant 3 mois. Notre timing, c'est toujours 90 jours, c'est le plus écologique. Il y aura deux orientations. Une orientation pédagogique, où on va définir des priorités et lancer un programme, et je vais vous expliquer comment il fonctionne. Et une plus survie qu'on verra à la fin, qui revient à ce qu'on voit dans le livre Apprendre à voir de Womack, qui dit une démarche Lean, une démarche TPM. Parfois, elle naît justement parce qu'il y a un enjeu de survie pour l'entreprise. On va vous expliquer comment faire, tout en se raccrochant, comme Simon Sinek, à la finalité, au pourquoi. Et donc, je vais vous encourager à essayer les outils et méthodes qui seront vus dans ce module. Et je vous rappelle le livre, le guide de la TPM. Vous avez vraiment un catalogue d'outils, de méthodes, d'approches qui est vraiment extrêmement complet. Je ne connais pas ce monsieur, on n'a aucune royalties, mais pour moi, c'est vraiment le best-seller en termes de TPM en France. Et bien sûr, on est un cabinet de conseil, donc on vend des choses. On sera là aussi pour vous accompagner si vous le souhaitez. Et sinon, vous retrouverez énormément de données sur Internet. Voilà pour l'introduction avec l'idée qu'est-ce que ça va vous apporter. D'abord, on va faire un petit peu de théorie, planter le décor avant de parler des méthodes et rentrer sur le pourquoi. Le temple TPM, il est représenté par 8 piliers. Vous avez, suivant les interprétations, différents systèmes. Nous, en base, on met le système de pilotage. Notre conviction, c'est que si on ne pilote pas les choses, si on n'a pas une posture managériale de pilotage, si on remonte des éléments d'un pilier et qui ne sont pas pris en compte dans un système, ça ne fonctionne pas. Et à travers les 8 piliers, on se rend compte qu'on retrouve l'ensemble des fonctions de l'entreprise pour répondre aux exigences du client. Ce n'est pas que la prod, pas que la maintenance. C'est vraiment ce sur quoi on veut insister. C'est un système d'entreprise. C'est un écosystème. Les piliers, je vais les balayer rapidement. Il y a améliorer le TRS, où on dit améliorer pas à pas, c'est-à-dire mesurer les choses, identifier les points améliorés, faire des projets dessus et continuer. La maintenance autonome. Tiens, d'ailleurs, un petit sondage. La maintenance autonome, ça serait quoi pour vous? Je serais assez curieux de voir. Voilà, je vous lance le petit sondage sur la maintenance autonome parce que c'est toujours un grand sujet d'interprétation. Super. Ouais, je vous laisse continuer quelques secondes. On est à plus de 110 participants, on a 85 réponses. Je laisse continuer. Je vous préviens tout de suite, il y a un leader qui apparaît. Je ne sais pas si vous voyez les résultats. Je crois que j'ai assez de votes. Je mets fin maintenant pour continuer la présentation et être dans le timing. Je partage les résultats. Je sens qu'on a des spécialistes dans l'assistance. Les producteurs inspectent pour découvrir, j'ai oublié, les anomalies. Le texte n'a pas dû être pris en entier. Effectivement, souvent, quand on parle de maintenance autonome, en fait, je vous posais cette question parce qu'on me disait la maintenance autonome, les gars, ils vont changer les réducteurs, ils vont changer les roulements, et puis c'est nous qui reprenons le boulot. Et effectivement, pas du tout. Et on va beaucoup en parler par la suite dans la finalité. C'est les producteurs inspectent pour découvrir. Vous avez une voiture ou un vélo ou un scooter. Si vous n'en avez pas, vous imaginez. Il y a des moments avant de partir en vacances, vous avez une jauge d'huile accessible. Vous regardez si l'huile il y a le bon niveau, vous faites un petit appoint, vous vérifiez la pression des pneus, vous regardez ces aimants-là, vous n'êtes pas mainteneur, mais vous faites des vérifications. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'à travers, et on va beaucoup en parler, à travers les opérateurs ou le conducteur qui est au plus près de sa machine, de son équipement, il puisse détecter des anomalies, puisque si on détecte une anomalie, on évite, et si elle est traitée, on évite la panne. Les ratios que j'ai pu lire sur Internet, globalement, entre résoudre une anomalie et arriver à la panne, le coût est de 1 à 10. Si ça coûte 1 euro de réparer l'anomalie, ça coûtera 10 euros si la panne se produit. Donc, tout l'intérêt, c'est de détecter l'anomalie
avant d'arriver à la panne. Et c'est bien le rôle des producteurs et c'est dans ce schéma-là qu'on veut aller. Les producteurs détectent les symptômes, les mainteneurs vont diagnostiquer. On va faire donc moins de curatifs qui pourra se consacrer au préventif et à anticiper les changements de technologie pour augmenter les fréquences de changement. Non, diminuer les fréquences de changement, plutôt, ça va mieux dans ce sens-là, pour toujours être un minimum de coûts. Donc, la deuxième, c'est la production fait toute la maintenance de l'équipement. Ben non, justement, on peut y arriver. Il y a un niveau 6 en maintenance autonome, mais on verra, il y a des 6-7 étapes. Déjà arriver à la troisième, de bien inspecter et de prendre en compte son équipement comme votre voiture, et aussi prendre en compte, en connaissant l'équipement, le fait que quand vous démarrez à froid l'hiver avec votre porte-voiture, vous n'allez pas à 5000 tours tout de suite. L'idée, parce que vous savez que ça fait mal au moteur et que vous pouvez la péter, on veut faire exactement la même chose sur les équipements. Donc, merci pour ce partage. Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà un bagage TPM. Ensuite, la maintenance programmée, c'est planifier les changements. La maintenance à la conception, c'est intégrer tout ce qu'il faut en amont de façon à ce que quand on démarre, on appuie sur le bouton et ça fonctionne et qu'on réponde surtout aux exigences clients, c'est-à-dire qu'on produise en fonction du produit demandé, parce que des fois, il y a des petites différences. Pour faire tout ça, il va falloir former les gens. Il va falloir améliorer la qualité à la fois produit, mais à la fois aussi des interventions maintenance. N'oublions pas que moi, j'étais mainteneur. Il y a des fois, on se serrait les fesses quand on changeait quelque chose en disant est-ce que ça va démarrer parce qu'on n'était pas sûr de tout. C'est aussi améliorer cette capacité-là, améliorer les services fonctionnels. Un exemple tout simple, moi j'ai eu beaucoup de pannes électriques de nuit et ça, où il fallait changer les moteurs électriques et ça mettait 2-3 heures de plus que 2 jours. On ne comprenait pas, on a été sur le terrain. Alors, on s'est rendu compte d'une chose simple. Premièrement, il n'y avait pas d'éclairage dans le magasin. Donc, pour trouver les moteurs, c'était difficile. Deuxièmement, les moteurs HS revenus de chaîne étaient mis au même endroit que les moteurs neufs et on ne pouvait pas les différencier. Donc, le pauvre mainteneur, il prenait un moteur qui était HS qui allait remonter et redémonter, ainsi de suite. Et ensuite, il n'y avait aucun classement. À partir de là, comme c'était une perte, on a une perte dans le sens où ça faisait des arrêts de 2 heures d'équipement et pendant ces 2 heures-là, on ne fabriquait pas pour le client et donc on ne vendait pas. Mais on a revu tout ce processus pour être beaucoup plus efficace et notamment avec une gestion en management visuel assez exemplaire faite par le chef de service électrique pour, dès qu'un moteur revient de production, HS, il passe à travers un flux de traitement et il ne revient en magasin que s'il est OK avec sachet pour empêcher l'humidité, etc. Donc, c'est cette idée-là. C'est les services supports qui aident l'équipement à fonctionner pour délivrer le produit qu'on vend à notre client et il soit le plus ligne possible. On évite les gaspillages. Et bien sûr, HSE, hygiène, santé, environnement. Sur les équipements, un focus particulier sur la consignation et la condamnation, mais aussi la sécurité de toutes les opérations et l'environnement si on a un filtre à manche et on n'accepte pas de polluer. Tout simplement. Hop. La finalité de chacun des piliers, plutôt de parler de tous les outils, on a pris l'axe de se dire on va vous parler de la finalité, du pourquoi, façon Simon Sinek, de chaque pilier pour donner du sens. Parce qu'en termes de posture managériale, d'expliquer le résultat qu'on veut avoir, je l'ai fait en disant on va avoir moins de panne, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est pourquoi on fait les choses. Donc, je vais vous balayer les 8 piliers pour donner du sens et qui vous permettra aussi sur le terrain, pour l'avoir à tester avec l'équipe, permet de se mettre dans une posture managériale, d'une vraie dynamique de management et de changement en donnant du sens à nos actions. Améliorer le TRS, c'est d'abord piloter en équipe transversale la performance de l'équipement pour répondre aux exigences clients. Et quand on dit transversal, c'est qu'il va y avoir la qualité, il va y avoir les méthodes, etc. Notre équipement doit tourner pour fournir du produit à notre client au spec qu'il souhaite. Travaillons ensemble pour l'améliorer en continu. La maintenance autonome, vous l'avez dit, c'est inspecter pour détecter les anomalies. La maintenance programmée, c'est changer les composants avant la panne. On verra pourquoi on a des pannes et pourquoi les composants vieillissent. La maintenance à la conception, c'est garantir une montée en cadence rapide quand on met un nouvel équipement et surtout avoir une facilité dans les opérations. Le nombre d'équipements qu'on achète pour tourner à 150, on les démarre ici et puis on trouve plein d'anomalies. On tourne à 50 coups minutes, 150, puis 80,
Puis quand on arrive à 100 coups minutes, ça vous est jamais arrivé? On se dit, bah non, finalement, c'est notre standard par rapport aux 150, sauf que le client avait besoin de 150. Donc, au lieu de tourner en 2,8, on va tourner en 3,8, etc. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment intégrer le besoin de client dans la conception, mais aussi le besoin de tous les utilisateurs. Il y a 2 grands chantiers en maintenance à la conception que j'ai eu l'occasion de pratiquer. Un, avec tous les acteurs, maintenance, prod, qualité, pour définir tous les bons usages. Un exemple tout simple, on avait 2 chaudières à mettre en place. Les tableaux de commande étaient du côté gauche. On a prévu la tournée de l'opérateur des services généraux pour le faire. Et on s'est dit, ben, il ne va pas passer d'un côté puis de l'autre. Donc, on a demandé au fournisseur de mettre les panneaux un à droite, un à gauche pour qu'ils soient de chaque côté. Et l'opérateur fait juste ça, il check avec des aiguilles verticales pour dire c'est OK. Dès que c'est de travers, donc on les cale suffisamment bien pour que vertical, ça veut dire OK. Et c'est ça qu'on a intégré au niveau de la conception. Ça paraît juste fou en termes de détail, mais c'est à ce niveau de détail-là qu'on souhaite aboutir. Et aussi, on a un atelier qualité process, un workshop là-dessus. Ça rejoint ce que fait Gaëtan Mailleux en Lean Engineering, c'est prendre en compte le produit. Parce que nous, des fois, mainteneurs techniques, on oublie un peu le produit, on parle plus de technique. Donc, l'idée, c'est de prendre les specs produits et de les décliner par rapport à notre équipement pour être sûr que notre équipement sera capable de répondre à la spec du produit. Les premières fois où on fait ça, on est très surpris. On fait des changements de choix techniques assez marquants pour que quand on démarre l'équipement, on réponde aux besoins clients en qualité et en quantité. Et c'est un vrai changement d'esprit et aussi un vrai bonheur quand on appuie sur un bouton et que ça marche très rapidement et qu'on a tout prévu. On n'est plus du tout dans la même dynamique. Ensuite, les formations et compétences. Les formations et compétences, c'est pour produire. Et dans la notion de produire, c'est conduire, inspecter, diagnostiquer et on monte ces gens en compétences. Tout le monde. La qualité, la maintenance, la prod, les services généraux si on a besoin. Et c'est vraiment cette notion de monter les compétences pour mieux produire, mieux répondre aux clients. Amélioration de qualité, on n'est pas là pour faire du déchet et mettre dans le compte de résultat une ligne de tri, on est là pour faire bon du premier coup. Et donc, on va mettre en place toutes les méthodes de qualité pour la finalité, faire bon du premier coup. J'étais dans une usine récemment où en fin de chaîne, il y a un énorme espace, ça s'appelle le tri, et il y a 20% des produits qui sont retriés, 10% qui repassent dans la chaîne et 10% qui sont jetés. La machine est là pour faire du bon du premier coup et ça va être l'enjeu de ce pilier-là. Les services fonctionnels, je vous en ai parlé, et sécurité et environnement, c'est la sécurité des personnes à tout moment dans les opérations au niveau de l'équipement. Donc voilà pour balayer un peu le pourquoi, la finalité. Le TRS, c'est augmenter l'efficience des équipements par l'implication de tous. On passe par 8 piliers qui ont en sens une finalité pour concourir à cet objectif. Et nous allons faire un zoom sur le premier pilier qui a amélioré le TRS. TRS, donc taux de rendement synthétique. Vous trouverez dans beaucoup de livres et dans la norme E62-182 la description détaillée. Je veux juste en faire un point très simple. Le TRS, il a 2 objectifs. Il donne une vision synthétique de la performance de notre équipement et il permet de stratifier nos pertes. La vision synthétique, vous l'avez là, TRS 15%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 15% du temps machine est utilisé pour fabriquer des produits bons. Tous les autres temps, on perd du temps à fabriquer des produits mauvais, on perd du temps parce qu'on tourne en sous-vitesse, on perd du temps parce qu'on a des micro-arrêts, on perd du temps parce qu'on a des arrêts amont aval, supply chain par exemple, on perd du temps sur des réglages, on perd du temps sur les changements de format, donc entre 2 séries, et on a des pannes, et on va s'occuper plus de ce point-là, qui arrête la machine, qui crée aussi des déchets au passage. Et donc, ce qui est plus intéressant, c'est pas de se dire on est à 15, 20, 30 ou 40% de TRS, qui nous dit on est à 15, 20, 30% de produits bons sur l'ouverture qu'on a décidée. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la stratification. Et c'est là où on arrive dans la notion de je mesure, je collecte des données et je classifie. Et vous voyez à droite un Pareto des pannes. Et l'idée, c'est sur chacun des thèmes, que ce soit panne, changement de format ou autre, on puisse avoir un Pareto détaillé parce que c'est beaucoup plus important d'avoir ce Pareto parce qu'on va avoir les leviers d'action. On pourra dire, par exemple, le premier Pareto que vous voyez, on va travailler là-dessus. On sait combien on peut gagner et combien de produits bons on peut faire en plus pour notre client. Et donc, on fait vraiment un lien. Si on a une foison d'arrêts où il n'y a aucune catégorie,
on va choisir au nez ou au principe de crocodile, celui qui a la plus grande bouche autour de la table. Donc, la récolte de données est un point important. Et petit à petit, on récolte ces datas et on travaille dessus avec des méthodes pour les éradiquer et améliorer en continu la performance de l'équipement, la stabilité pour répondre aux besoins clients. Donc voilà pour le TRS qui est vraiment un outil de taux de rendement statistique ou OI, Overall Equipment Effectiveness, in French in the text. Outil phare pour récolter des données, comprendre son équipement, d'une vision synthétique à une vision détaillée. Maintenant, rentrons un peu dans les piliers 2 et 3, maintenance autonome et maintenance programmée. Un composant se dégrade et c'est la vie. C'est inexorable. Vous avez une voiture, vous avez des pneus sur votre voiture. Vous avez un petit indicateur qui vous dit quand la forme arrive à ce niveau-là, il faut changer les pneus. Puisque derrière, on n'a plus l'adhérence, donc on a un risque de casse ou même d'éclatement du pneu. Quelque part, si vous avez une conduite très virile, vous allez, au lieu de mettre 40 000 km, vous allez les user en 20 000. L'idée, c'est que vous alliez vérifier vos pneus ce niveau-là et qu'au moment où on arrive près du témoin, nous, en tant qu'utilisateurs, on décide de l'amener au garage pour changer les pneus. Et si on décide de ne pas le faire, on se met face à un risque. Par contre, l'utilisateur, il a été formé pendant qu'il passait son permis de conduire, j'ai mes enfants qui l'ont passé, où ils expliquent ça. Et en production, c'est exactement la même chose. On va expliquer comment ça marche aux opérateurs pour qu'ils soient capables de détecter des anomalies. Et on a une dégradation des équipements normaux. Vous roulez avec votre voiture, les pneus se dégradent de façon normale. Ils ont un début, une fin, ça va de 20 à 80 000 suivant les voitures, etc. Mais si on les met dans des conditions plus fortes, par exemple avec des démarrages très rapides, où on prend les virages très forts, on va augmenter l'usure, on va être dans des dégradations accélérées, pas dans une usure normale. Donc, un concessionnaire vous dira 40 000, mais en fait, avec votre conduite, ça va faire que 20 000. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des co-conduites d'abord, mais c'est aussi de former les opérateurs pour dire vous allez être là pour assurer une détérioration normale des composants, puisqu'ils vont avoir une fin de vie et c'est normal qu'ils vieillissent. Et donc, on va les former, comprendre comment ça marche, etc., pour maintenir cette dégradation normale, parce que c'est dans ce cas-là que la maintenance est capable de définir des fréquences de changement, parce qu'elle maîtrise l'usure. Un roulement qui est mis au Sahara avec des gradients de température énormes et du sable et un roulement dans la pharma, le même roulement peut avoir une durée de vie de 1 à 5. Donc, l'objectif, c'est de maîtriser la détérioration normale qui permet, grâce aux producteurs, qui permet aux mainteneurs de réellement calibrer les changements de façon à remettre aux conditions d'origine et donc d'éviter la panne sur l'équipement. Et c'est comme un être humain, on vieillit. Mais si on boit trop, si on fume trop, on met des dégradations forcées sur notre corps et potentiellement notre durée de vie sera plus faible. Si on revient à une hygiène de vie avec un peu d'exercice, un peu difficile pendant cette phase de confinement, une alimentation équilibrée, on va se mettre dans des détériorations normales et notre longévité sera plus grande que si on a une vie un peu dissolue. Je m'égare un peu sur la vie dissolue, je vais revenir sur la maintenance, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était pour vraiment insister sur pourquoi on a des pannes. Il y a un point très important en TPM qu'il faut vraiment intégrer, c'est que quand on va analyser notre TRS et regarder l'aspect panne, on a une classification, il n'y a que 5 causes de panne. Et c'est là où on va faire la relation entre les piliers 1, 2, 3, améliorer le TRS, maintenance autonome, maintenance programmée, et faire le lien entre le ciment. Une panne, c'est de la détérioration, c'est une contrainte plus forte, c'est une résistance insuffisante. Je vais insister sur les 4 premières causes catégories. Le non-respect des conditions de base, c'est-à-dire propre, lubrifié, serré. Certains entendront, on va parler du NILS, nettoyer pour inspecter, lubrifier et serrer. Le basique, c'est ce qu'on vient de voir précédemment, on maintient en dégradation normale. Le deuxième, c'est le non-respect des conditions d'utilisation. Vous avez un tapis, vous le mettez vis-less maxi, vous mettez la charge maxi, en général ça pète parce que dans les conditions d'utilisation au démarrage, il y a une rampe
qu'il faut respecter. Et donc là, on va avoir de la formation à faire, des leçons ponctuelles. Donc, c'est de l'information pour rappeler des consignes. Et derrière, si ça se reproduit, du management, bien évidemment. Et ensuite, à la dégradation négligée ou non remise en état, c'est l'exemple des pneus. On sait qu'on arrive aux témoins, on ne les change pas, on a la casse. Et ben, il faut qu'on intègre ça dans un plan de préventif à changer systématiquement, ou avec ça, pouvoir faire aussi du prédictif, c'est-à-dire mesurer des choses. Et il faut qu'on l'intègre, si on ne l'a pas vu, il faut qu'on l'intègre dans un plan de préventif. Et ensuite, avant d'appeler ça erreur humaine, et on a quand même un peu évolué là-dessus, c'est plutôt pas mal, c'est les compétences des opérations, des maintenances, de la qualité à développer. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se rendre compte, moi, le plus bel exemple que j'ai, c'est celui donné par un de mes collègues, un peu mon maître en WCM, Serge, si tu nous écoutes, salut. Il intervenait dans une usine où il y avait une table élévatrice. Au lieu de rester fixe en hauteur, elle descendait tout doucement. Ils ont pris le moteur qui avait un système de frein et ils ont jeté le moteur, ils en ont remis un autre. La table élévatrice redescendait et ça 3-4 fois. À un moment, ils sont allés chercher le moteur dans la benne et ils se sont rendus compte quand ils ont ouvert le boîtier, c'est que le réglage du frein, l'entrefer était pas bon. Comme les freins de votre vélo, s'ils ne touchent pas la jante, ça ne va pas le faire. Et en grattant, ils se sont rendus compte que la personne qui s'occupait, il n'y avait qu'une personne qui s'occupait de régler cet entrefer était en arrêt maladie. Quand elle est revenue, elle a créé un module de formation. On a identifié toutes les personnes. Ils ont identifié toutes les personnes informées. Une fois qu'ils l'ont fait, on n'avait plus le problème. Et on était vraiment sur une compétence qu'on n'avait pas. Et plus on ira dans le détail, plus on découvrira des compétences à développer. Et là, on va s'intégrer dans le pilier formation avec des matrices de compétences identifiées par personne, par zone, avec beaucoup de détails. Le dernier point, faiblesse de conception, c'est dans les 3 mois après la livraison d'un équipement qu'on peut identifier qu'il y a une faiblesse de conception et derrière, on crée un standard qu'on remonte au pilier gestion anticipée des équipements, maintenance à la conception. Le plus bel exemple que j'ai, c'est au Maroc, il y a peut-être Mohamed qui est en ligne, où ils ont fait des tambours, ils n'avaient pas donné les specs des tambours et ils mettaient qu'un seul trait de soudure sur des tambours qui guidaient des bandes. Et en fait, ça se casse puisqu'il n'y avait pas d'épaulement, etc. Et chez eux, ils savaient que le standard, c'était un épaulement, une flasque, une soudure. Ils ne l'ont pas mis dans le cahier des charges. Le fournisseur l'a fait au moins cher parce que tendu sur les prix et ils ont eu 200 rouleaux à changer parce que simplement cette règle de conception n'avait pas été transmise et on rejoint le Lean Engineering avec Gaëtan Gaëtan Mailleux qui s'occupe de ce Lean Engineering. Vous allez voir qu'on rejoint cet esprit-là, c'est de capitaliser toutes les bonnes pratiques. Donc voilà pour la théorie, il est midi 5, il va nous rester 10 petites minutes ou un petit peu plus pour parler des approches. Mais je voudrais revenir sur la théorie. On a un temple avec 8 piliers, ils ont chacun une finalité et il faut la connaître. Quand on communique aux opérateurs, connaître la finalité, c'est une vraie posture managériale qui est importante. On a le TRS, vous avez plein de livres, dont le guide de la TPM avec plein d'exemples dessus. C'est super important de bien le maîtriser pour stratifier et ensuite attaquer les bonnes pertes en équipe. La classification des 5 causes de panne est super importante parce que quand vous allez trouver que c'est non-respect des conditions de base, vous allez identifier l'action de verrouillage qui va être dans le pilier de maintenance autonome, ça va être un planning. Si c'est détérioration négligée, ça sera dans le pilier maintenance programmée, ça sera une action dans le planning de maintenance programmée et compétences dans le pilier formation. Donc ça vous donne un cadre de pensée qui évite d'imaginer quelle action de verrouillage on mettrait en place. Et quand on démarre une démarche, ce cadre est vraiment très sain et amène beaucoup d'efficacité sur les actions de verrouillage. Et on sait bien que sur le PDCA, on a tous du mal à mettre en place naturellement l'action de verrouillage. Là, on est vraiment guidé et c'est à user vraiment de façon insistante sur cette notion-là qui facilite et en plus, ça élimine toutes les discussions. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Voilà, c'est maintenance autonome. Après, il y a du détail, il y a des grilles, mais c'est vraiment important d'aller là-dedans. Maintenant, si vous le voulez bien, il est 12h06. Je vous propose d'attaquer comment démarrer, qui est la genèse quand même de ce webinaire, comment démarrer une démarche TPM avec un focus plus particulier sur les 3 premiers piliers. L'objet, c'est avec l'expérience que nous avons avec Dominique et Cubic, c'est d'être la lanterne qui éclaire votre chemin et que vous ne perdiez pas de temps.
peux vous dire que moi, j'ai perdu 3 mois avant de savoir par quoi je commençais parce que j'avais un super taux de panne, je n'avais pas de formation, je n'avais pas de plan préventif, etc. Avec 1200 équipements, c'est un peu troublant. Par quoi je commence qui rapporte le plus? L'idée, c'est vraiment de vous amener cette expérience avec 2 prismes différents. Le premier, ça va être une stratégie lame de fond pédagogique. Vous allez faire un pilote. Vous allez mener de front un chantier maintenance programmée et maintenance autonome. Dans la littérature, vous retrouvez toutes les étapes d'un chantier maintenance autonome et maintenance programmée. La finalité de chacun d'eux, maintenance autonome, c'est avoir un planning d'inspection, de lubrification et de serrage. Et pour la maintenance programmée, avoir un plan de préventif pour changement de pièces basé sur le temps pour la maintenance, avec un système d'évolution, donc avec le zéro panne, le zéro accident, le zéro défaut. Et vous allez rentrer dans ces projets-là et vous allez vous rendre compte de l'exigence qui est demandée puisqu'on va descendre au niveau du composant. Et là, on va changer de paradigme, ça va être disruptif pour tout le monde, à la fois pour les qualiticiens qui vont en faire partie, dire tiens, la machine, elle fonctionne comme ça, etc. En amont, vous définissez l'équipement critique. L'idée, vous avez vu, c'est sur 12 semaines. Il est impératif que vous ayez du résultat sur 3 mois. J'en discutais encore avec un de nos clients qui avait démarré un chantier sur le truc le plus critique, énorme. Au bout de 9 mois, ils ont des résultats, mais ils peinent, mais c'est difficile. Il y a les détracteurs. Alors là, ils sont prêts à canarder et ça devient assez frustrant. L'idée, c'est de faire un pilote, pas un proof of concept. Un proof of concept, c'est on peut ne pas faire. Là, c'est vraiment un pilote pour apprendre la démarche sur quelque chose de critique, mais d'accessible en 3 mois. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous-même mesurer les écarts entre ce qu'on attend dans la TPM, l'exigence, et là où vous en êtes, et pouvoir faire un plan de déploiement ad hoc lié à votre audit de maturité, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Vous allez pratiquer, suivre la méthode et ensuite faites cet audit de maturité. Sur ce point, avec Dominique, on va vous donner 2 astuces vitales. Si vous ne les respectez pas, vous plantez. Je pense que j'ai toute votre écoute là. Premièrement, c'est le point en haut, compréhension de l'équipement. Quand les opérateurs vont venir dans ces chantiers-là, ils vont poser des questions avec, vous avez vu partout les étiquettes. Souvent, un mainteneur ou un qualiticien ou quelqu'un de BE ou de méthode ne va pas connaître l'équipement sur le bout des doigts. Il va y avoir un nombre de questions non négligeables auxquelles ils ne pourront pas répondre. Et ça, en termes d'ambiance, en termes de posture managériale et de potentiel conflit, c'est très, très chaud. Donc, nous, ce qu'on préconise, on l'organise par des sessions de travail. Et moi, j'ai eu le cas avec un patron de service électrique dans mon entité qui avait repris le graph-set complet de la machine et qui avait lui-même découvert des choses. C'est réunir une équipe méthode, travaux neufs, méthode, qualité, parce qu'il faut intégrer la qualité. On nous dit souvent en maintenance, on est plus technique que qualité. Procédé, et en fonction de votre entreprise, on peut mettre même aussi contrôle de gestion pour voir ce que c'est les coûts maintenance. Pour disséquer l'équipement, le comprendre sur le bout des doigts pour que le jour où les questions arrivent, vous ayez la réponse. Vous en aurez 98%. Et vous, ça permettra au service technique support de monter aussi en puissance sur cet équipement. Et c'est vital. Et la structure, c'est comment ça marche, graph-set, et ainsi de suite. C'est très simple. C'est comment ça marche, comment ça marche, comment ça marche, comment ça marche. Deuxième astuce, quand vous êtes dans les phases 1 et 2, que ce soit de maintenance autonome ou maintenance programmée, l'idée, ça va être de découvrir des anomalies et des sources de contamination. Puisque pour éviter qu'on soit dans des dégradations accélérées, donc revenir à des dégradations, des détériorations normales, vous pouvez avoir des fuites d'air, des fuites d'huile qui viennent dégrader ou des fuites de plâtre ou des éléments qui dégradent votre équipement. Il va falloir les contenir. Par exemple, je connais un autre Jean-Luc qui a fait un super projet sur une bande doseuse. Il y a du plâtre qui arrive et qu'on tamise et on dose à la fin. Donc, vous imaginez, il y a plein de plâtre, sauf qu'il était dans une plâtrière. Donc, on a prévu que les poussières qui venaient de l'extérieur vers la machine, on les contienne. Donc, on a créé des lamelles comme dans des lamelles plastiques. Ça, il faut l'anticiper avant, que ce soit en coût par rapport au compte d'exploitation, mais aussi en ressources. Parce que vos ressources elles seront toujours utilisées sur d'autres choses. Il faut prévoir une équipe à part pour pouvoir mettre ça en place. Idem, on met des bacs pour récupérer de la poussière. Il faut avoir la ressource pour faire le bac très rapidement.
Le gros risque qu'il y a, c'est que nous détections tous en équipe énormément de choses à faire et qu'il n'y ait pas suffisamment de staff derrière pour le faire. Et quand ça se passe, ça décrédibilise complètement la démarche. Les 3 mois, on les expose. Donc, un, compréhension d'équipement. 2, avec l'expérience, voir tout ce qu'il pourrait y avoir à faire, estimer un budget et avoir les ressources indépendamment du flux quotidien pour avoir une action très rapide au bout de 3 mois. Et le dernier point que j'allais oublier, c'est vous n'allez pas prendre un équipement énorme, vous allez prendre un équipement où il y a de la criticité, mais avec des chances de succès. Si toute l'équipe décide ça, cet équipement, on est capable de le faire en 3 mois, sachez que déjà vous vous trompez, il faut le prendre un peu plus petit. Donc ça peut être un compresseur, tout ce qui est compresseur, station hydraulique, on peut avoir un effet wow très, très fort, puisqu'on passe un avant, un après extraordinaire. Mais pensez bien à avoir quelque chose de réaliste, quitte à prendre un peu plus petit que ce que vous imaginiez, aller peut-être un peu plus vite et puis en refaire un autre après. Il vaut mieux être dans ce sens-là que prendre trop gros et se noyer dans la méthode. Donc là, on va être sur un programme où la direction sera impliquée et on déroulera toute la méthodo, maintenance programmée, maintenance autonome, et on va découvrir, comme on l'a vu, on va découvrir le NILS, on va découvrir l'exigence sur le TRS et sur la maintenance à la conception, sur la qualité, et ça va nourrir tous les autres piliers. Donc là, on est dans une approche, on va dire, systémique. Il y a une autre approche que j'ai vécue et je pense que vous allez sûrement vivre dans les mois qui viennent, c'est de dire là, on a un impact survie, quoi. On a eu du retard, suite au confinement où on a un équipement avec beaucoup de pannes. Et là, il faut réellement passer à la vitesse supérieure parce que nous ne fournissons pas le bon produit au bon moment à notre client, donc nous ne créons pas de valeur pour l'entreprise. Et il faut activer, en fait. Donc là, il y a un mode survie. Je vais vous présenter le cycle et vous donner un exemple qui montre que ce n'est pas quelque chose à prendre façon une méthode où on applique, c'est vraiment un mode de raisonnement et par rapport à vos problématiques, il y aura des choses plus pertinentes que d'autres à prendre. Première chose, dans ces cas-là, si on a de la data, c'est très bien, on peut faire des Pareto. La plupart du temps, on n'en a pas. Donc, on ne va pas dire on va mettre 3 semaines, 2 mois à avoir de la donnée. Vous avez des gens autour de la machine, des gens qui ont de l'expérience, ils sont multi-compétences. Vous les réunissez en session d'une demi-journée à une journée maximum avec un point de sortie. C'est quoi les projets de sécurisation que nous devons faire pour être sûr de produire? Quel préventif, s'il existe ou pas, mais quel préventif fait-on au plus juste parce qu'il va falloir maximiser l'ouverture de l'équipement, donc vraiment se challenger. S'il n'existe pas, ben on le fait. S'il existe, on le challenge. Et ensuite, point hyper important, on met en place des tournées d'inspection, mais pour tout le monde. Pour la prod, pour la maintenance, la qualité, la méthode, les instrumentistes. Se dire comment, avec nos multiples regards, et c'est là où on est sur l'implication de tous, on s'occupe de l'équipement pour que celui-ci délivre au client et donc au chiffre d'affaires. Puis c'est ça qui est important, c'est le client doit nous acheter le produit. Plus on en fera, plus il achètera, plus l'entreprise sera rentable. À travers ces plannings d'inspection, c'est très simple. On fait un chemin de ronde, on dit on regarde tel truc. Vous ne serez pas juste du premier coup. On s'en fiche. Il vaut mieux être 60% juste et on développe après. Et ensuite, vous faites un suivi des pertes, de récolter des données. En général, on en a besoin de plus. On peut même quasiment faire sur les goulots, principalement, on fait ça toutes les heures, les 2 heures, les 3 heures. On identifie, comme dans les lignes d'automobile, combien on devait en sortir, l'écart qu'il y a, c'est quoi l'écart, qu'est-ce qu'on fait. Pour vraiment, quelque part, marquer à la culotte l'équipement et focaliser les ressources sur cet équipement et avoir le plus grande réactivité possible pour faire qu'on sorte le plus grand nombre de produits possible. À travers ça, on va mettre des rituels de suivi des actions, prod, qualité, méthode, maintenance. Ça peut être tous les jours pour des rituels globaux. Ça peut être sur les projets de sécurisation tous les 2 jours, toutes les semaines. Le grand point à prendre en compte, qui nous vient de notre expérience, dès qu'il y a un sujet chaud qui apparaît, on réduit la fréquence et on saucissonne notre problème pour aller beaucoup plus vite. Parce que si vous mettez une action un jour, qu'elle n'est pas faite le lendemain, et pas fait, vous perdez 3 jours. Si vous faites 2 réunions dans la journée, vous ne perdrez qu'une journée s'il y a des écarts ou il y a des difficultés pour la faire. Et on réduit pour être au plus proche. Et de là, on crée des zones de résolution de problèmes et on va utiliser l'équipe qu'on a créée précédemment.
Je vais prendre 4 minutes pour finir sur ce sujet, pour aller jusqu'à 12h20. Vous aurez 10 minutes pour les questions. Je vais vous passer mon expérience. Je l'ai vécu. Je suis arrivé dans une usine, un projet de fin de ligne à 36 millions d'euros, 15% de taux de panne. On est arrivé, zéro data. Les gens couraient partout avec une énergie et un engagement juste de folie. Premier réflexe, ça serait de dire qu'il faudrait récolter des données. Pour les récolter, il faut au moins 3 semaines pour avoir un peu de vision. J'ai pris les gens, on était 15 ou 16. BE, qualité, patron, opérateur, tout confondu, session de remue-ménage post-it. Et on a mis 2 jours pour arriver à trouver un consensus sur les choses les plus importantes à faire et on a alimenté les projets de sécurisation. Et à partir de là, il y avait l'aspect projet et ensuite on s'est dit comment on récolte les données et on a mis les plans de préventif en place. Donc l'idée, faites aussi confiance aux gens. Vous n'avez pas de chiffres, vous pouvez mettre une feuille de relevé pendant une semaine et vous aurez un peu plus de data ou vous servir de l'expérience des gens et aussi lever les choses qui les embêtent le plus. Dans ce mode de fonctionnement, par exemple, j'avais un client l'année dernière, dans cette modalité de transformation, j'ai juste travaillé sur la récolte de données. J'ai vu qu'elle était là. L'idée, c'était dans l'IT, il y avait des centaines de tickets ou de défauts impossible à catégoriser. Donc, l'énergie à mettre sur un, on ne sait pas ce que ça va rapporter pour la société. Le premier travail, et il faut accepter de prendre le temps, ça a été de catégoriser, de définir une catégorisation avec les gens qui saisissent la catégorisation, de la mettre en place, de la faire évoluer, afin qu'à un moment, on puisse trouver au bout de quelques mois les gros pavés et travailler sur cela avec du sens. On peut dire aux gens, messieurs, avec cette action-là, ça représente 30% de nos arrêts, tant d'heures, tant de problèmes. Il est de notre devoir de travailler dessus. Une fois qu'on l'aura fini, on attaquera un autre. Tandis que si on attaque par des petits bouts, ça n'a aucun sens pour les gens parce qu'ils sont challengés de plein de côtés. À ramener au pourquoi, la catégorisation est vraiment importante. Et dans ce mode de fonctionnement, nous ne venons pas, là je fais la partie de commerce, nous ne venons pas appliquer les méthodes et claquer. On comprend votre besoin, on a ce cycle avec cette intention de servir le client et d'amener de la stabilité dans l'organisation. Et avec vous, on choisit les points les plus pertinents. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et très, très bonne journée à vous, très bon week-end. Et à très bientôt, j'espère. En tout cas, sur LinkedIn, n'hésitez pas.